Au cours de leur évolution, les multiples espèces animales d'Afrique ont pris une infinité de formes, de tailles et de couleurs. Chacune a sa solution aux problèmes les plus élémentaires de la vie. En Zambie, l'immense étendue sauvage de la vallée de la Luangwa peut sembler intemporelle et inaltérable, mais en réalité, elle est en constante évolution. Des univers multiples forment un écosystème complexe, dont la structure est modelée par les animaux qui y résident. Dans le royaume animal, certains architectes travaillent à petite échelle pour se protéger face aux prédateurs, d'autres contribuent à préserver l'écosystème. Des maîtres des rivières qui font vivre leur monde aquatique, aux grands prédateurs qui maintiennent l'équilibre dans la vallée. Chaque espèce laisse son empreinte. Durant des milliers d'années, ils ont sculpté ces habitats qui sont les leurs. Dans la savane, les bâtisseurs prennent différentes formes. Certains sont des géants. D'autres sont d'une beauté exquise. Et d'autres encore sont minuscules. Les méliponides, ou abeilles sandars, font partie des plus petites abeilles du monde. Elles ne mesurent que 3 mm. Les ouvrières passent la plupart de leur temps à butiner, en quête de nourriture. Elles recueillent aussi bien le nectar dans la fleur de l'arbre à saucisses que les protéines dans les larmes d'un lion. Quand leurs pattes sont pleines, elles reviennent à leur ruche, située dans une cavité dans un tronc de mopane. Elles ont soigneusement aménagé l'unique entrée. C'est une aire d'atterrissage d'apparence futuriste spécialement construite avec un mélange de cire et de résine. Des sentinelles surveillent les allées et venues. Les abeilles qui ne sont pas sur la liste ont interdiction d'entrée. La file d'attente est longue. Chaque ruche peut contenir plusieurs milliers d'abeilles. L'aire d'atterrissage ne désemplit pas. À l'aide de leurs mandibules, une équipe d'ouvrières spécialisées répare les fissures et rajoute des couches de résine fraîche qu'elles ont récoltées dans les mopanes aux alentours. Avec le temps, cette zone peut atteindre 20 cm de haut. Elle fait également office de système de défense. La résine extrêmement collante est également toxique. C'est le répulsif anti-insecte naturel du mopane. Les résidentes y sont insensibles et cela leur permet de garder les insectes prédateurs à l'écart. C'est un petit mirador qui protège la citadelle cachée tout au fond. La taille ne fait pas tout, mais quand il s'agit de changer le monde, c'est définitivement un atout. Les éléphants font partie des plus grands bâtisseurs du continent africain. Ce sont les plus gros animaux terrestres du monde. La vallée de la Luangwa en compte près de 14 000. Leur taille massive, leur force et leur appétit insatiable ne sont pas sans effet sur la nature environnante.
Ce sont les zones boisées qui souffrent le plus de la voracité des pachydermes. Les troncs des arbres sont recouverts d'entailles. Ces marques sont révélatrices des endroits où un troupeau s'est arrêté pour manger. Avec leur défense, ils creusent la couche d'écorce extérieure très nourrissante. Ils sont assez forts pour déplacer un poids de près de 9 tonnes. Secouer l'arbre pour en faire tomber leur repas n'est qu'une formalité. Et ça ne s'arrête pas là. Renverser l'arbre leur permet d'accéder à des branches qui étaient hors d'atteinte. Alors que les arbres tentent de repousser, leur croissance est retardée par la boulimie des éléphants. Au fil du temps, ces habitudes destructrices entraînent des changements spectaculaires dans la vallée. Les zones boisées laissent place à de vastes étendues découvertes qui se transforment en prairies. Très vite, d'autres troupeaux d'herbivores s'y installent pour profiter de ces nouveaux lieux de nourrissage. Les éléphants bâtissent l'écosystème dans sa globalité. Ils façonnent la nature au fur et à mesure qu'ils la parcourent. Mais en sillonnant la vallée, ils ne laissent pas que des espaces découverts derrière eux. Cette femelle bousier a pour mission de nettoyer les excréments des éléphants. Elle fait partie des 2000 espèces les plus présentes en Afrique de l'Est. Sans ces insectes, la savane disparaîtrait sous des amoncellements de déjections. Cette équipe de nettoyage retire 1 tonne d'excréments par hectare chaque année. Mais la femelle bousier n'est pas non plus une militante écologiste désintéressée. Ce tas de crottins est extrêmement précieux pour elle. En effet, il s'agit de son prochain repas. Mais elle ne va pas se mettre à table tout de suite. Avec ses pattes antérieures faisant office de râteau, elle commence par former une boule. Elle rassemble les excréments pleines de graines. C'est une sorte de repas à emporter pour plus tard. Elle s'accroche fermement grâce à ses pattes arrière pointues aux extrémités, tout en comprimant la pelote qui ne cesse de grossir. Mais la boule de déjection fraîche attire d'autres bousiers. Elle va devoir défendre sa pitance. Le prodigieux odorat des bousiers leur permet de se diriger droit vers leur cible, quelques minutes seulement après qu'elle a touché le sol. La femelle bousier apporte la touche finale à sa rude besogne. C'est presque terminé. Pour sa rivale, c'est le moment idéal pour passer à l'action. C'est beaucoup plus simple de voler le repas d'une autre que de façonner le sien. Une fois la concurrence écartée, il est temps de repartir. La tête en bas, elle fait rouler son futur repas en arrière et en ligne droite avec ses pattes postérieures. Elle cherche un coin tranquille de terre meuble pour l'y enterrer. Plus elle s'éloigne du tas d'excréments, moins elle croisera de rivaux potentiels. Elle pousse sur ses pattes antérieures extrêmement puissantes, tandis que les postérieures, plus longues que chez les autres scarabées, lui donnent l'allonge nécessaire pour aller dans la bonne direction. Mais reculer en ligne droite est plus difficile qu'on ne le pense. Quand on a la tête à l'envers et qu'on regarde dans l'autre sens, on a du mal à voir où l'on va.
Elle s'arrête et monte sur sa pelote. Du haut de ce poste d'observation, elle regarde le ciel pour se réorienter grâce à l'angle d'incidence du soleil. Puis, elle repart dans la même direction en espérant trouver un endroit tranquille pour sa pause repas. Le seul moyen de franchir certains obstacles est de passer par-dessus. La plupart des animaux seraient incapables de soulever une boule pesant 40 fois leur poids. Mais le bousier fait partie des animaux les plus forts du monde pour sa taille. C'est beaucoup d'efforts pour un repas, mais cela en vaut la peine. Cette pelote pourrait suffire à nourrir la femelle tout au long de sa vie, qui pourrait durer encore 18 mois. Elle doit simplement trouver un endroit sûr où l'enterrer. En même temps, sans le savoir, elle va planter profondément en terre toutes les graines contenues dans les déjections. C'est un bloc idéalement composé de graines et d'engrais. Les éléphants abattent les arbres et les bousiers en replantent. Ensemble, ils contribuent à maintenir l'équilibre entre les zones boisées et les prairies. Les animaux qui bâtissent l'écosystème, tels que les éléphants et les bousiers, modifient l'environnement en le façonnant. Les végétaux, qui sont souvent les éléments de base pour les constructions de ces architectes, peuvent à leur tour servir d'habitat à d'autres animaux. Les arbres sont les plus grands végétaux du monde. Leur croissance peut prendre des centaines d'années. En s'élevant lentement vers le ciel, ils ne font plus office de repas pour les éléphants, mais de refuge pour des centaines d'espèces. Les insectes s'y cachent dans les moindres recoins. Divers oiseaux et mammifères s'y installent et profitent de ce confortable logement. De tous les arbres dans la vallée de la Luangwa, les baobabs sont les plus anciens. Ils peuvent vivre jusqu'à 6000 ans. De son vivant, cet arbre aurait pu abriter plusieurs millions de créatures. Aujourd'hui, cet habitat séculaire a attiré une nuée d'architectes. Des alectos à bec rouge s'y sont installés et y ont construit un ensemble de logements. Chaque colonie comporte environ 6 nids collés les uns contre les autres. À l'intérieur de chaque enchevêtrement de brindilles épineuses se cache une architecture complexe qui compte jusqu'à 11 chambres de couvée et une communauté de femelles. L'entretien des constructions est effectué par un mâle dominant. Il est allé chercher des matériaux à 800 mètres de là. L'extérieur de son appartement est pareil à du fil barbelé qui protège son précieux contenu, une couvée de poussins affamés. Grâce à cette construction très bien pensée, il peut accueillir jusqu'à 30 petits, du moins dans une année fructueuse. Au sommet de cette canopée se cache donc une bruissante métropole. Mais certains animaux ne peuvent pas vivre dans les arbres. Ils doivent trouver refuge sur la terre ferme. Quand on passe la plupart de son temps au niveau du sol, il faut faire face aux prédateurs les plus redoutables de la vallée de la Luangwa. Cette femelle phacochère est la plus âgée de son clan. En tant que matriarche, c'est à elle de le protéger. Elle est à la tête d'une harde constituée d'une poignée de femelles de la même famille et de leur progéniture. Les phacochères sont de puissants fouisseurs.
Ils passent la plus grande partie de leur temps à chercher leur nourriture préférée, des racines et des bulbes cachés juste sous la surface. Grâce aux callosités sur leurs pattes antérieures, ils peuvent s'agenouiller confortablement. Un os spécifique à l'extrémité du groin, le prénasal, leur permet de fouiller la terre avec une efficacité redoutable. On trouve aussi cet os chez d'autres cochons, mais il est plus robuste chez le phacochère. Ce trait évolutif leur sert à venir à bout de la terre dure et sèche. À la tombée de la nuit, la matriarche doit conduire sa harde en lieu sûr. Même s'ils sont tout à fait capables de creuser leur propre tanière, ces cochons paresseux ont pris leur quartier dans un ancien terrier d'Oryctérope du Cap. Le squat est un stratagème très répandu chez les phacochères. Ces souterrains peuvent s'étendre sur plus de 12 mètres et avoir plusieurs entrées. Les phacochères utilisent un ensemble de tanières disséminées à travers leur territoire pour toujours avoir un abri où se cacher des prédateurs. Pendant que ces occupants prennent leurs aises dans le foyer d'un autre animal, les architectes les plus présents dans la vallée de la Luangwa bâtissent les leurs. Des forteresses vertigineuses jalonnent le paysage. Ces étranges structures abritent l'une des plus petites créatures de la vallée. Les termites. Leur résidence peut mesurer plus de 3 mètres de haut et être vieille de plusieurs décennies ou même plusieurs siècles. Telle la partie immergée d'un iceberg, la plus grande portion de la colonie est cachée sous terre. Cette architecture impressionnante n'est que le système d'aération. Il est composé d'une colonne centrale très encaissée entourée de galeries plus étroites. Il a été construit par 1 million de bâtisseurs de 3 mm de long. Ils fabriquent leur propre ciment en mélangeant leur salive à de la terre et à leur propre déjection. Ils érigent patiemment la tour, brique par brique. Chaque termite œuvre en solo, en se repérant par rapport à son environnement et à ses congénères autour de lui. Ils sont tous programmés pour apporter leur contribution. Quand l'un se lance, les autres participent aussi. Au fil du temps, ils vont déplacer plusieurs tonnes de terre. En séchant, le ciment devient dur comme de la pierre, mais il est parsemé de tout petits trous. L'air extérieur s'infiltre à l'intérieur. Les variations de la température extérieure durant la journée réchauffent l'air intérieur à des rythmes différents, créant un système de circulation d'air qui fonctionne comme un poumon géant. Il expulse l'air usé et génère un microclimat idéal pour les termites qui y vivent. Les termites sont probablement les plus grands architectes du royaume animal. En bâtissant leur termitière, ces insectes assurent également le bon fonctionnement de toute la vallée.
chaque mètre carré de terre peut contenir plus de 400 termites. Cela représente plusieurs milliards d'individus rien que dans la vallée de la Luangwa. Un termite ne fait peut-être que la taille d'un grain de riz, mais tous ensemble, ils pèsent davantage que tous les mammifères de la savane réunis. Parfois, ce sont les plus petites choses qui ont le plus gros effet. Entraînant sous terre la végétation sèche qu'ils ont ramassée pour nourrir la colonie, ils recyclent ces nutriments. Ils fertilisent la prochaine génération de végétaux et aèrent le sol grâce à leur galerie de tunnels. Ce sont ces modestes termites qui font en sorte que la nature environnante reste en parfaite santé. Sans eux, les nombreuses espèces ayant élu résidence dans la vallée de la Luangwa ne pourraient survivre. Chaque nuit, les hippopotames quittent la rivière pour aller manger l'herbe que les termites ont contribué à faire pousser. Leurs traces s'entrecroisent sur les plages, comme autant de repères des itinéraires familiers empruntés dans leur quête nocturne de nourriture. Ce mâle a ses petites habitudes. Remontant le long de la rivière vers la plaine sur un chemin qu'il connaît par cœur, il pense uniquement à trouver de la nourriture en quantité suffisante pour survivre. En broutant, il coupe plus de 35 kilos d'herbe chaque nuit. Un troupeau de 300 individus peut consommer plusieurs tonnes d'herbe et laisser la terre totalement dégarnie. Il doit parfois parcourir jusqu'à 10 km pour trouver suffisamment de nourriture. Une fois rassasié, il ramène à son point de départ les nutriments qu'il a ingérés. Il fait partie intégrante du lien entre la terre et l'eau. De nouveau bien à l'abri dans la rivière, il peut se détendre et laisser s'enclencher le processus de digestion. Ces bâtisseurs aquatiques produisent une grande quantité d'excréments qui ont inévitablement un impact sur le cours d'eau. Les hippopotames communiquent en grande partie par le biais de leur arrière-train. La défécation est un élément essentiel du savoir-vivre en société. Elle peut leur servir à saluer un congénère ou à lancer un avertissement à des rivaux. Sur une année, un hippopotame à lui seul produit près de 14 tonnes d'excréments. Tous les hippopotames réunis remplissent la rivière Luangwa de plusieurs millions de tonnes de déjections chaque année. Mais étonnamment, cela profite au cours d'eau au lieu de le polluer. Durant la saison sèche, quand la nourriture se fait plus rare, ces matières fécales constituent une réserve constante de nutriments pour la vie aquatique. Là où l'eau est basse et le débit ralenti, et où les hippopotames sont particulièrement actifs, elle coule et s'agglutine au fond. Dans cet univers dépourvu d'oxygène, les bactéries prennent le relais.
En digérant les excréments, elles produisent du méthane qui remonte en bouillonnant vers la surface et provoque des éruptions de fumier venant des profondeurs. Une source de nourriture pour les poissons et un engrais pour la végétation, la base de la chaîne alimentaire aquatique. En descendant la rivière, ces corps flottants engendrent un écosystème incroyablement productif dont tout l'équilibre repose sur la défécation. Cela peut nous sembler répugnant, mais pour les poissons et les invertébrés locaux, c'est un petit paradis. Là où il y a des proies à foison, il y a forcément de nombreux spécialistes de la chasse. Ce pigargue vocifère mâle surveille les environs. C'est un prédateur très patient. Prendre son temps ne le dérange absolument pas. Son regard vif inspecte le secteur en quête d'une proie. Il n'a besoin que de 200 grammes de poisson par jour. Une mission facile à remplir quand on vit au-dessus de l'un des meilleurs coins de pêche de la vallée. Chaque année, la résidence des hippopotames attire des voyageurs venant des coins les plus reculés d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Ils ne sont pas ici pour les excréments, mais pour profiter des berges découvertes de la rivière Luangwa. La saison des amours a commencé pour eux. Ces architectes ailés ne sont pas des bâtisseurs, mais plutôt des fouisseurs. Les colonies de guêpiers carmins comptent plusieurs centaines d'oiseaux. Telle une structure en nid d'abeilles, la berge de la rivière est criblée de trous. S'agissant de dénicher l'emplacement idéal, le premier arrivé est le premier servi. Malheureusement pour lui, ce mâle a trop tardé. Si le terrier est creusé trop bas ou trop haut, les oisillons pourraient rapidement servir de petit déjeuner à un babouin. Au milieu de la berge, c'est parfait. La pente est plus escarpée, l'endroit est plus sûr. Mais certains sont loin d'être ravis à l'idée d'avoir un nouveau voisin. Le mâle a fini par s'approprier un emplacement vide et se met au travail. Il se sert de son bec comme d'une pioche pour creuser son terrier. Il coince sa queue contre la berge pour pouvoir s'appuyer dessus. Au fur et à mesure qu'il creuse, il évacue la terre à l'extérieur. Avec ses doigts soudés, il en rejette toujours plus à chaque coup de patte. Il mettra peut-être plusieurs semaines à achever sa tanière, qui pourra alors atteindre 2 mètres de profondeur. Toute la colonie réunie extrait plusieurs centaines de kilos de terre, qui viennent former des talus sablonneux en contrebas. Mais les centaines de cavités ont aussi un effet radical sur la stabilité de la berge. À l'arrivée de la saison des pluies, les terriers se remplissent d'eau et plusieurs parties de la berge sont emportées. Les guêpiers carmins accélèrent donc le phénomène d'érosion et modifient la forme des berges de la rivière. Avec le temps et l'érosion qui progresse, la courbe de la rivière s'accentue, ce qui pourrait éventuellement finir par modifier son débit.
À l'écart de la rivière, la terre fine de la vallée abrite un fouisseur d'un genre totalement différent. Ces cratères miniatures qui constellent le sol sablonneux des sous-bois sont l'œuvre d'un spécialiste de l'excavation. Il s'agit d'un fourmilion, la larve d'un névroptère dont l'apparence rappelle celle d'une libellule. Il passe la plus grande partie de sa vie sous terre. Il n'en émerge qu'à l'âge adulte pour s'accoupler et passe la grande majorité de son temps à entretenir ses réalisations. Il faut éliminer les grosses particules de sable. Pour ça, il agite sa tête large et plate afin de les éjecter par-dessus le rebord, comme avec une catapulte. Quand il a terminé, une couche régulière de sable fin recouvre les flancs. C'était l'objectif recherché. Cette fosse parfaitement sculptée n'est pas uniquement sa maison. C'est aussi un piège qui va lui servir à attraper son prochain repas. Plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu'une proie ne s'aventure par ici. Des capteurs spécifiques sur son corps lui permettent de repérer ses futures victimes jusqu'à 10 cm de distance. La fourmi n'a aucune idée du danger qui la menace. Mais le fourmilion l'a senti arriver. Cette fourmi est bien décidée à ne pas se laisser faire. Le fourmilion éjecte encore du sable pour ramener sa victime à sa portée. C'est pour ça qu'il a retiré toutes les grosses particules. Sur le sable fin, la proie ne peut pas s'accrocher. Elle glisse. Ce chasseur a la physique de son côté. Il injecte à la fourmi des toxines paralysantes ainsi que des enzymes qui vont liquéfier ses entrailles. Il ne lui reste plus qu'à aspirer cette bouillie. Une fosse débordante de carapaces vides ne ferait que le gêner. Il nettoie donc la scène de crime. Puis il remet en place son piège mortel en attendant la prochaine victime. Les Mahalis à sourcils blancs sont de sortie. Ils ne feraient qu'une bouchée de notre fourmilion. Heureusement pour lui, ils ne sont pas en quête de nourriture. Ils ramassent des herbes pour construire leur nid. Les oiseaux entretiennent leur nid toute l'année, mais malgré tout le soin qu'ils y apportent, ils sont encore un peu rustiques. Aussi appelés moineaux tisserins à sourcils blancs, ces oiseaux n'appartiennent pourtant pas à la famille des tisserins. Ils ne peuvent rivaliser avec eux en tant qu'architectes. Ces amateurs devraient laisser la construction de nids aux professionnels. Les tisserins à tête rousse ont beaucoup plus le sens du détail. À la mousson, ces prodigieux bâtisseurs aériens
conçoivent méticuleusement des nids suspendus à l'aide de leurs matériaux préférés, des jeunes pousses d'herbe. Chez les tisserins à tête rousse, les nids relèvent de la responsabilité du mâle. Le plus difficile, c'est le démarrage. Ce mâle a choisi de bâtir son nid à l'extrémité d'une branche pour offrir une protection optimale à ses petits face aux éventuels prédateurs. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas grand-chose à quoi s'accrocher. Pour attacher ensemble les deux premiers brins d'herbe, l'oiseau a la solution. Réaliser des nœuds connus de n'importe quel marin. Des tortillons, des nœuds simples et même des nœuds coulants. Ses yeux et son bec sont parfaitement coordonnés, ce qui l'aide à construire la trame du nid. Une fois la première boucle tissée, le plus difficile est fait. Il peut commencer à bâtir le reste de la structure posée sur son perchoir, tel un acrobate. Il lui faudra jusqu'à 10 heures pour achever son œuvre. Mais il va avoir besoin de plus de matériaux. Ce mâle âgé d'1 an a tenté de bâtir son premier nid, mais l'expérience n'est pas concluante. Les débutants ont presque 3 fois moins de chances de réussir à terminer un nid qu'un mâle chevronné. C'est en tissant qu'on devient tisserin. Le nid du premier mâle est enfin achevé. En séchant, l'herbe s'est rétractée, le tressage s'est resserré et le nid est devenu plus solide. Mais l'inspection finale n'est pas de son ressort. C'est une partenaire potentielle qui va rendre l'ultime verdict. La femelle examine donc l'intérieur du nid pour voir si le travail est à la hauteur de ses espérances. Elle ne semble pas satisfaite. Et si ce n'est pas assez bien pour elle, ce n'est définitivement pas assez bien pour lui. Les tisserands à tête rousse sont des perfectionnistes. Si le nid ne passe pas l'inspection, il le fait tomber. Il aura besoin de place pour recommencer toute la construction. Avec l'arrivée de la mousson débute la saison des amours pour les tisserins. D'autres créatures émergent également de leur hibernation saisonnière. Parmi elles, un tout autre genre de tisseuse. La propriétaire de la toile tient son nom des fils de soie dorée sur lesquels scintillent des gouttelettes collantes dans la lumière du matin. La néphile dorée. Cette espèce est l'une des plus grosses araignées fileuses du monde. L'envergure de ses pattes peut atteindre 12 cm et son chef-d'œuvre d'architecture s'étendre sur plus d'1 mètre de large. Mais la splendeur de sa toile cache des intentions machiavéliques. La femelle s'est postée au centre de son piège mortel complexe. Bien qu'elle soit pratiquement aveugle, elle se retrouve ainsi dotée d'une sorte de 6e sens. La plus petite vibration l'avertit d'un danger ou de la présence d'un repas potentiel. Les informations lui parviennent des coins les plus reculés de la toile. Un écheveau de longs fils solides s'étale en zigzag autour du centre collant. C'est le stabilimentum. Il sert à alerter rapidement l'araignée de la présence d'un prédateur, mais peut aussi désorienter les insectes volant à proximité et les faire tomber tout droit au cœur de la toile. Les toiles des néphiles sont assez résistantes pour piéger un oiseau. Une simple sauterelle n'a pas la moindre chance.
Son sort est scellé par une morsure rapide. Le venin va liquéfier l'intérieur de son corps. L'araignée n'a plus qu'à attendre. Elle enveloppe sa proie dans une soie qu'elle produit avec ses filières, des appendices abdominaux spécifiquement dédiés à cette tâche. Cette substance est plus résistante que la soie collante utilisée pour construire sa toile. La proie n'a ainsi aucun moyen de s'en échapper. La sauterelle rejoint ensuite le reste des victimes stockées dans le garde-manger. Certaines sont là depuis longtemps, d'autres bougent encore, mais aucune n'en sortira d'ici vivante. Dans la vallée de la Luangwa, les bâtisseurs peuvent être aussi petits qu'une araignée ou aussi gros qu'un éléphant. Chacun façonne son environnement pour répondre au mieux à ses besoins. Mais un groupe d'animaux modifie l'écosystème plus que n'importe quel autre. Les grands prédateurs. Ces chasseurs bâtissent la société dans laquelle ils vivent. Ils ont une influence sur tout ce qui les entoure, du débit des cours d'eau à la croissance des végétaux. Les lions ne peuvent pas creuser un terrier ou abattre un arbre, mais leur impact sur l'habitat est considérable. En chassant, ils régulent la population d'animaux végétariens et contrôlent donc l'écosystème en partant du sommet. Les communautés de buffles peuvent doubler quand il y a moins de lions pour les chasser. Dans la vallée de la Luangwa, les très nombreux lions ne font pas que tuer les herbivores. Ils les forcent à se déplacer en permanence. Sans cette pression des prédateurs, ces gigantesques troupeaux resteraient à un endroit qu'ils finiraient par dévaster avant de se déplacer ailleurs. Mais la seule pensée de ces lions à proximité suffit à ce troupeau de 300 buffles pour rester sur ses gardes. Cela peut paraître contradictoire, mais les herbivores ont besoin des prédateurs pour entretenir leur zone de nourrissage et maintenir leur population en bonne santé. Les lions n'auront pas mangé à leur faim aujourd'hui, mais ils ont fait leur travail en emmenant les buffles vers un nouvel endroit dans la vallée. Sans ces prédateurs pour préserver la société, tout l'écosystème pourrait s'effondrer. Dans la vallée de la Luangwa, quelques-uns des bâtisseurs les plus compétents d'Afrique agissent sur leur environnement au quotidien. Chez certaines espèces, on construit des habitats permanents. Chez d'autres, ils finiront éventuellement par disparaître. Tous ces maîtres d'œuvre réalisent des tâches essentielles, contribuant au bon fonctionnement de l'écosystème. Des modestes termites qui nourrissent la terre en déplaçant des montagnes, aux éléphants majestueux qui abattent des forêts et créent de nouveaux habitats,
où pourront s'épanouir d'autres espèces. C'est grâce à tous ces architectes du règne animal que la vallée de la Luangwa abrite cette riche diversité de vie qui est la sienne aujourd'hui.